Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve du coup pour la correction des exercices 36 et 38 et on commence donc par le 36. Alors des exercices un petit peu plus difficiles, vous allez voir, on va prendre tout ça calmement. Et l'idée c'est toujours d'utiliser cette histoire de travail d'une force et de l'associer au théorème de l'énergie cinétique. Alors, lancer d'une balle de baseball, pendant un match de baseball, une balle de 150 grammes est lancée horizontalement. C'est important, hein, horizontalement, attention. Elle quitte la main du lanceur avec une vitesse de 25 mètres par seconde, elle parcourt 2,5 mètres. Après avoir été lancée, la balle est captée 16 mètres plus loin, 1 mètre plus bas, avec une vitesse finale de valeur 23 mètres par seconde. Donc elle a ralenti un petit peu, d'accord. Qu'est-ce que déjà il faut comprendre là? Théorème de l'énergie cinétique, on a dit, une force qui travaille, c'est une force qui va communiquer de l'énergie cinétique à notre objet. Donc là, justement, vous êtes en train de lancer une balle, donc vous lui appliquez une force, sur une certaine distance, et vous allez lui communiquer de l'énergie cinétique, justement, précisément, sous la forme de vitesse. Hein, vous n'allez pas augmenter la masse, 1 demi de m fois v au carré. Vous n'allez pas augmenter la masse de la balle, par contre vous allez augmenter sa vitesse, donc vous allez lui communiquer l'énergie cinétique. On lit toutes les questions, donc c'est toujours bien de parcourir un petit peu. Hein. Donc la petite a représenté la situation, sans souci d'échelle. Petit b, l'énergie transférée. Bon justement l'énergie transférée, va falloir utiliser du coup le théorème de l'énergie cinétique. Ensuite, représenter la situation pendant la phase de vol, alors que tout à l'heure hein, c'était pendant le lancer, et la norme de frottement de force de frottement de l'air. Ah, donc ça veut dire qu'on prend en compte les frottements de l'air dans cet exercice. Très bien. Alors, petit a, représenter la situation, eh bien, avant de justement faire ceci, c'est de réfléchir aux forces qui s'exercent dessus. Alors, avant de vous montrer la correction, on a toujours le poids, et on va avoir cette force de lancer du jour. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, toujours donc le poids P, hein, ok, vertical vers le bas, là maintenant c'est bon, et la force exercée par la main. Alors là, c'est pas évident, donc vous pouvez faire pause et lire la correction, là, mais je vais revenir, vous rappelez au tout début de la mécanique, vous avez dit on prend un stylo qu'on lance en l'air, représenter les forces qui s'exercent là-dessus, et du coup on avait fait une force qui s'exerce vers le haut, Je vous avais passé un petit peu ça sous silence volontairement, j'avais dit la réaction normale, le fait qu'on maintienne le stylo. De toute façon, c'est dans le même sens que la force, donc du coup, on n'en tient pas compte. Sauf que là, c'est pas le cas, puisque là, on est en train de lancer un objet horizontalement. Donc, on doit décomposer ça. Vous voyez ici, on distingue réaction et force de propulsion comme deux composantes d'une même force. Donc, bien évidemment, c'est dans la main, hein, c'est dans la force de la main, tout ça. Et donc, vous avez la réaction N ou Rn, vous avez pu l'appeler Rn, hein, exercée par la main du lanceur vertical dirigé vers le haut, qui vient en fait exactement compenser le poids, vous voyez là en norme, ici, et la force de propulsion. Donc ça, celle-là, je pense que vous l'aviez tous et toutes mise. Sauf que si vous mettez que cette force-là comme ça, vous voyez que la résultante des forces, finalement, est vers le bas. Hein, si j'ai que le poids et la force comme ça horizontale, on a l'impression que la balle, elle va partir par là. Ça, c'est pas possible. Il faut forcément compenser le poids, bien évidemment, avant. Donc soit vous avez mis le poids, une force comme ça, puis vous avez pensé à la réaction normale, ou alors vous avez mis une force éventuellement peut-être vers le haut comme ça, là, c'est-à-dire la somme vectorielle de n ici et de f, ça fait quelque chose comme ça, et donc ça compense, c'est-à-dire là-dedans vous intégrez le fait que vous compensez le poids, et en plus vous lancez la balle, quoi. Bon, voilà, une fois qu'on l'a vu, une fois après on a compris, il faut quand même la réaction normale, c'est-à-dire le joueur il maintient bien la balle, hein, bien évidemment, il maintient la balle, puisque sinon elle tombe au sol. Donc du coup, il faut bien la maintenir, ça compose exactement le poids, en tous les cas au départ, et après on lance l'objet donc de la gauche vers la droite. On peut mettre les points A et B comme ceci. Voilà, deuxième question. Calculer l'énergie transférée par le lanceur à la balle pendant le lancer, bon là, théorème de l'énergie cinétique. Alors c'est parti. Théorème de l'énergie cinétique, c'est quoi? Je vous remets peut-être le schéma, voilà. C'est la variation d'énergie cinétique, vous vous rappelez, delta EC est égale, ici, donc à ECB, alors ils mettent des E comme ça, un peu joli entre guillemets, bon vous pouvez mettre des E sinon normaux, c'est pour les distinguer un peu de l'énergie d'un photon, bon, bref. L'énergie transférée par le lanceur à la balle pendant le lancer est donnée par la variation d'énergie cinétique de la balle. C'est parti, donc du coup EC en B moins EC en A, donc c'est l'énergie cinétique que la balle va avoir en B moins l'énergie cinétique que la balle va avoir en A.
J'écris la définition tout bêtement 1 demi de la masse fois VB au carré, moins 1 demi de la masse fois VA au carré. Et on peut mettre que ça, c'est égal à la somme des travaux des forces. Hein. D'accord? Sauf que, ben, pour l'instant, on le verra après, ce sera l'objet d'une seconde partie, mais finalement, on connaît là, on a les vitesses. Vous voyez, on a 25 mètres par seconde. Au début, ben, elle n'avait pas de vitesse, cette balle, elle était à 0, hein, parce qu'il ne la lançait pas du tout. Donc du coup, bah, finalement, je peux calculer cette valeur. Je peux calculer delta EC. On verra après par rapport à cette histoire de travail d'une force, mais pour l'instant, la variation d'énergie cinétique, je peux la calculer. Donc j'ai juste à remplacer. Hein. 1 demi de donc 150 grammes, on fait attention, c'est en kilos, donc ça fait 150 10 moins 3. Fois la vitesse en VB, on va bien voir dans l'exo, c'est 25 mètres par seconde. Moins 1 demi de et puis là en fait c'est 0 au carré, puisque VA vaut 0. Je rappelle, hein, ici, en A, eh ben, la vitesse vaut 0. Donc finalement, vous avez que ce terme-là à calculer, et si vous calculez, ça fait 46,8, quelque chose comme ça, 875 il me semble. Enfin du coup, avec deux chiffres significatifs, puisqu'on est à 25 mètres par seconde, ça fait 4,7 fois 10 puissance 1. Donc 47 joules. Si vous avez mis 47 joules, c'est bon aussi. Ça, c'est en notation scientifique. Donc voilà, ça c'est l'énergie cinétique que l'on communique avec cette force. On communique 47 joules à cette balle. Ok. On passe donc à la question C. Représenter la situation sans souci d'échelle pendant la phase de vol en indiquant les forces exercées sur la balle modélisées par un point matériel. Ils auraient pu dire quand même, là on prend en compte le rôle de l'air, hein, puisque du coup, juste après on demande la force de frottement de l'air. Moi je vous aurais rajouté par exemple dans un énoncé, attention à ne pas oublier, enfin, c'est pas une chute libre, hein, il y a bien de l'air. Bon bah justement, chute libre, on aurait dit quoi en chute libre? On aurait dit il n'y a que le poids. Il n'y a pas que le poids, puisqu'on n'est pas en chute libre, il y a de l'air, donc il faut faire les frottements de l'air. Alors ces frottements de l'air, du coup, eh ben, on les note bien. Hein. Alors vous avez pu mettre des lettres, hein, là par exemple, on avait mis AB au départ, il a effectué un trajet AB pendant le lancer. Et voilà, on va dire qu'il va faire un trajet BC par exemple. Donc le poids toujours, vertical vers le bas. Force de frottement de l'air, on a l'habitude de l'appeler petit f comme ça. Donc c'est exercé par l'air sur la balle. Sens, direction, tout ça, ben en fait ça va être opposé au mouvement, puisque ça va venir freiner le mouvement de la balle. Et puis la direction, ça va être selon la direction BC, c'est-à-dire selon la direction du déplacement. Et donc si on fait un schéma, ça donne quelque chose comme ça. Ici, voilà. Donc vous avez B ici, la balle va faire quelque chose à peu près parabolique, vous voyez un truc comme ça, on imagine bien que ça fait quelque chose comme ça. BC, du coup on représente bien le poids vertical vers le bas. La force de frottement, direction celle de BC, vous voyez selon BC comme ça, mais deux sens opposés, hein, bien évidemment. Au déplacement, et puis voilà, on ne nous a pas dit de représenter ça à l'échelle. On peut cependant bien mettre qu'entre B et C, on a des données, regardez ici. On nous dit que la balle est captée 16 mètres plus loin et 1 mètre plus bas. Bon bah du coup, ça veut dire qu'entre B et C, comme ça, vous avez 16 mètres, d'accord? Alors la verticale, hein. Et justement, bah, il y a 1 mètre de dénivelé, donc entre B et C, comme ça, à la verticale, vous avez 1 mètre de dénivelé. Bon, alors ça vous l'aviez peut-être pas écrit, mais on va voir que c'est important après. Avec le théorème de Pythagore, du coup on peut calculer BC, j'y reviendrai tout à l'heure. Petit d, calculer la norme de la force de frottement de l'air sur la balle. Alors, c'est là où ça se complique un peu, et on va quand même utiliser du coup le théorème de l'énergie cinétique. Donc on reprend ceci, hop. On applique le théorème de l'énergie cinétique, hein. Donc cette fois, l'énergie cinétique en C moins l'énergie cinétique en B est égal à 1 demi de la masse fois Vc carré moins 1 demi de la masse fois Vb carré, donc ça c'est simplement la définition de l'énergie cinétique, et c'est égal à la somme du travail des forces là-dessus, la somme des travaux des forces, hein, c'est-à-dire qu'on a quoi? On a le travail du poids et le travail de la force de frottement. La force de frottement, bah, pour l'instant justement on ne va pas la développer puisqu'on la cherche. Donc ça on va le calculer, c'est sûr. Le travail du poids par contre, c'est quoi le travail du poids? On l'a vu, hein, si on a un déplacement AB, alors je vous remets le cours ici, donc si on a un déplacement AB quelconque, le travail du poids, vous vous rappelez, c'est mg ZA moins ZB. Avec, attention, c'est bien ZA moins ZB. Pourquoi? Bah regardez là, A il est plus haut que B,
Donc ZA moins ZB ça fait quelque chose de positif, le travail est bien positif, c'est bien moteur. Quand je lâche un objet, quand il tombe, il va bien gagner de l'énergie cinétique parce qu'il y a le poids justement. Donc le travail du poids quand l'objet va vers le bas est positif. A l'inverse, si je veux faire monter un objet, je vais avoir ZA moins ZB qui va être négatif, et du coup ça va me faire un travail résistant. Donc là on est dans quel cas? Eh ben, on est dans le cas où on écrit du coup MGZB moins ZC, tout simplement comme dans le cours, et ZB moins ZC, ben on voit que ça va être positif. Le point B il est plus haut que le point C. Donc en fait, la balle va gagner un peu d'énergie cinétique grâce au poids. D'accord? Ça semble assez logique finalement. Voilà, donc ça c'est bon. Le travail de la force de frottement maintenant, ben, on l'écrit simplement, c'est BC scalaire F, donc c'est BC, hein, le vecteur BC scalaire F, et c'est quoi? Bah du coup c'est BC, enfin la norme de BC, hein, fois la norme de F, fois cosinus de l'angle entre les deux. Et quel est l'angle entre les deux? Ben, on l'a dit, c'est de sens opposé au mouvement. Donc ça c'est un petit peu comme ce qu'on a fait avec l'exercice sur le freinage, hein. On a la force qui va être opposée au mouvement, donc du coup là j'ai un angle, ils ne l'ont pas représenté, mais on aurait pu le faire, hein, de 180 degrés entre BC et la force F. Donc cosinus 180, on tape ça sur la calculatrice, ça fait moins 1. Donc cosinus de pi, hein, en radian. Donc ça nous fait moins la norme de BC fois la norme de F. Et donc voilà, on a exprimé les deux travaux qu'il y avait à faire ici, c'est-à-dire le travail du poids et le travail de la force de frottement. Au bilan, on a quoi? Littéralement, on a 1 demi de m fois vc au carré moins 1 demi de m fois vb au carré qui est égal à la somme des deux travaux, c'est-à-dire moins bc fois f plus mg fois zb moins zc. Et de là, il faut sortir la force de frottement. Alors là, ils sont allés un peu vite. Je vous laisse, vous, peut-être faire par étapes. En tous les cas, le terme mgzb-zc, on le passe de l'autre côté. Alors, on le soustrait de chaque côté, hein, d'accord, mathématiquement. En tous les cas, tout ce terme-là, s'il se retrouve du côté gauche, il va être négatif. Donc vous gardez le 1 demi de m fois vc carré moins 1 demi de m vb carré, moins mgzb moins zc, d'accord, comme ça. Et donc il vous reste moins bc fois f à droite. Sauf que vous voulez petit f, et bah du coup vous divisez par moins bc de chaque côté, d'où ici la division, moins bc. Application numérique, AN ça veut dire application numérique. Alors vous voyez c'est calculatoire, hein, mais ça on peut pas faire autrement. C'est pas hyper compliqué non plus, quand on y réfléchit, voilà, c'est pas non plus 3 pages de calcul. Mais c'est vrai que ça change de V égale D sur T, je vous l'admets. Je l'admets. Donc bah du coup, un demi, la masse on n'oublie pas de mettre en kilogrammes. VC et VB, on va voir dans l'énoncé. VB, bah, c'était justement 25 mètres par seconde. Il quittait la main avec 25 mètres par seconde. Et on nous dit là que la valeur finale, c'est 23 mètres par seconde. Donc on a les deux vitesses. Donc VC, c'est 23 au carré. La même chose, la VB avec 25 au carré, moins la masse, on remet donc 150 moins 3. Petit g 981. On nous le donnait dans l'exo ou pas ça? Non, c'était peut-être écrit tout en haut. Pourquoi pas prendre 3 chiffres significatifs? Vous pouvez mettre 9,8, puisque de toute façon, là, on a 2 chiffres significatifs. Mais bon, 9,81 fois ZB moins ZC, ben, on regarde le schéma, hein, rappelez-vous, c'est 1 mètre. Divisé par quoi? Bah, divisé par moins BC. Alors, divisé par moins BC, et BC, comment on peut le calculer? J'avais dit que j'y reviendrais. Bah, c'est le théorème de Pythagore. BC ici, hein, vous savez que BC carré, c'est égal à 1 au carré plus 16 au carré, et donc BC c'est racine carrée de 1 au carré plus 16 au carré. Pas besoin de faire ce calcul intermédiaire, vous avez pu le calculer, mais finalement, c'est pas nécessaire. On fait l'application numérique, on met tout ça dans la calculatrice, ça nous donne 5,410-1 newton, soit donc 0,54 newton. Voilà, bah, quel est l'intérêt de ce théorème de l'énergie cinétique? Bah, vous voyez que ça permet ici de déterminer les forces de frottement sur une balle. Donc c'est quand même assez intéressant, parce que vous voyez, c'est compliqué à mesurer. On ne peut pas mesurer ça comme ça facilement. Par contre, avec des capteurs, on peut assez facilement, là c'est plausible tout ça, hein, on peut mesurer le fait qu'il y ait 2,5 mètres entre le moment où il lance la balle et le moment où il la lâche. Le moment où elle est récupérée, on peut voir quel est le dénivelé et tout. Si vous voyez, si on filme tout ça, on peut faire pause et tout. Et pareil pour les vitesses. On peut les déterminer avec des capteurs, ça c'est relativement simple, entre guillemets, en tous les cas aujourd'hui. Et donc, donc ça permet de trouver des forces de frottement, c'est quand même assez intéressant. Voilà pour cet exercice. Et alors, on enchaîne avec le 38, du coup, sur ce crash test, hein, même si on va voir finalement, c'est un exo assez classique. Pour en tous les cas la résolution calculatoire pour les deux dernières questions, on verra un petit peu ce qu'on peut en dire par rapport à ce crash test.
Donc au cours d'un crash test, un véhicule est projeté à la vitesse de 60 km/h sur un obstacle rigide. Un mannequin de masse 70 kg est attaché sur le siège du conducteur par une ceinture. Pendant le choc, l'avant du véhicule s'écrase, le mannequin avance encore de la distance d égale 45 cm avant de s'immobiliser. Alors s'immobiliser, dans votre tête là, il faut penser s'immobiliser, V égale 0. D'accord ? Petit à modéliser la situation sans souci d'échelle mais de façon cohérente en présentant les forces qui s'exercent sur le mannequin assimilé à un point matériel durant le choc. Donc, on a une situation complexe, vous voyez, il y a plein de choses, là, il y a une voiture et tout ça. Nous, on réduit toujours tout ça à un point, donc c'est un mannequin, qu'on considère comme un point. Et donc, on a toujours les forces maintenant un petit peu classiques, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le mannequin, 70 kg, ça veut dire que forcément il a un poids, hein, il est sur Terre, donc le poids P. Il est assis, ce mannequin, sur son siège, il ne s'enfonce pas vers le centre de la Terre, donc il y a réaction du sol. On appelle plutôt réaction normale, souvent, donc Rn ou R, qui va aller vers le haut. Et on va avoir, bien sûr, la force de freinage, hein, d'accord, qui va le freiner. Cette force-là, du coup, on vous en parle dans petit b, hein. Calculer la norme F de la force supposée constante exercée par la ceinture sur le mannequin. Donc c'est la force qui va la ralentir. Donc, finalement, on revient un petit peu à ce qu'on avait fait dans l'exo sur la voiture qui freinait, tout simplement. Qu'est-ce que ça donne en image? Eh bien, on aura, donc on a dit le poids P, vertical vers le bas, réaction R, verticale vers le haut, qui s'oppose exactement au poids, donc même ici ça doit avoir la même longueur, un P, R. Et cette force de freinage qu'exerce la voiture sur le mannequin, parallèle au sol de sens opposé à celui du mouvement du mannequin dans son déplacement AB égale D. Bon, qu'est-ce que vous devez avoir fait ici? Vous avez un déplacement, par exemple AB. Alors là, par rapport au schéma du livre, vous voyez la voiture là, elle va dans ce sens-là. Et là, AB, ils l'ont fait dans ce sens-là. Bon, comme vous voulez, ce qui est important, c'est que la force de freinage, là, doit être dans le sens opposé au mouvement. Donc, vous voyez là, le mannequin, il va de A vers B, comme ça. Et la force de freinage, elle est là, et elle part dans ce sens-là. Donc, de sens opposé, c'est ça qui est important. Sens opposé à celui du mouvement du mannequin. D'accord? Vous pouvez tout de suite représenter l'angle θ, justement. Le déplacement AB, il est dans ce sens-là, et la force F, elle est par là, donc θ vaut 180 degrés. Petit b, exprimer puis calculer la norme F de cette force justement. Bon, là, théorème de l'énergie cinétique, hein. Donc c'est parti, ça déroule maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le travail de chaque force, donc le travail pendant le déplacement AB du poids, de la réaction R, de la force. Le poids et R, ça va assez vite, puisque ils sont par rapport à AB, je rappelle que P et R sont perpendiculaires au déplacement. Vous pouvez mettre un angle alpha éventuellement, là vous pouvez mettre, vous avez des angles droits. Donc ça vaut 0. Alors au passage, petite erreur du livre, là, je viens de voir, j'ai oublié de corriger, excusez-moi. Là, il n'y a pas de flèche, hein. C'est bien c'est 0. C'est pas un vecteur, hein, c'est pas un vecteur nul. Le travail, c'est une valeur scalaire, c'est pas un vecteur. Donc là, vous mettez bien 0, c'est pas un vecteur. Ensuite, le travail de la force F, eh bien c'est quoi? C'est comme toujours, hein, maintenant, AB scalaire F, c'est-à-dire AB fois F fois cos θ. Et cos θ, c'est quoi? On vient de le dire, θ c'est 180, donc ça fait moins 1. Du coup, ça fait moins AB fois F. Définition du théorème de l'énergie cinétique, la somme des travaux ici, du coup, qui va se réduire simplement à moins AB fois F, est égale à la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire EC en B moins EC en A. Donc 1,5 de mvb carré moins 1,5 de mva carré, égale le travail de la force F finalement, donc c'est-à-dire moins AB fois F. Et donc F, qu'est-ce que ça vaut? Vous voyez qu'il suffit simplement de diviser par moins AB de chaque côté, et donc ça nous fait toute cette expression-là, divisée par AB, alors là le moins ils l'ont mis là. Donc vous pouvez mettre moins AB ici, bon ça change rien de toute façon, il y a un moins 1 dans tous les cas quelque part qui traîne. Donc divisé par moins AB. Application numérique, alors on peut tout de suite simplifier éventuellement là, pas besoin d'écrire éventuellement un gros calcul. VA, donc au début, hein, ça c'est au début lorsqu'il commence à freiner il est à 60 km/h, et en B on va rappeler, on a dit qu'il allait s'immobiliser. Du coup ça fait 0. Donc VB vaut 0 km/h ou 0 mètres par seconde, dans tous les cas ce terme là vaut 0. Donc tout ça là ça s'en va. Il reste que ce terme là, moins 1,5 de mva carré, divisé par moins 1b. Donc, sinon on peut réécrire, mais je répète ici là, hein, donc 1,5 de 70 fois 0 carré, 70 étant la masse, en tous les cas c'est ça qui nous intéresse, moins 1,5 de 70 fois
60 km/h, attention, il faut le mettre en mètres par seconde. Donc assez rapidement, on divise par 3,6, sinon 60 km/h, ça fait 60 x 10 puissance 3, hein, 60 000 mètres par heure. Et quand c'est par heure, on divise par 3600 pour l'avoir en mètres par seconde. On n'oublie pas le carré, surtout sur la calculatrice, ça on a tendance à l'oublier. Et on divise par D, 45 cm, donc on n'oublie pas de le mettre en mètres, 45, 10 moins 2. Si vous faites ce calcul, vous trouvez 21 604, donc avec deux chiffres significatifs, puisqu'on est sur 70 ou 60 km/h, ça fait 2,2 puissance 4 newtons. Alors, juste pour revenir sur cette force, vous avez peut-être entendu que pendant un accident de voiture, on peut peser X fois son poids. Par exemple, on pèse 30 fois son poids. Bon. Là, regardez, si on fait, donc cette personne fait 70 kg, vous faites x 10, en gros, ça fait 700 newtons. Donc 22 000 newtons là, divisé par 700, ça fait à peu près 30. Ça veut dire que cette personne, pendant cette décélération, pèse 30 fois son poids. Et si vous tapez ça sur internet, vous avez peut-être déjà entendu, là, voilà, accident fois son poids. Alors il y a eu le terrible accident de Romain Grosjean là, en Formule 1, hein, mais par exemple, vous voyez la conséquence de la vitesse pendant l'accident, un passager pèse 14 fois son poids, etc. En fait, c'est comme si vous étiez soumis à 14G ou 30G, etc. Ça veut dire que c'est comme si vous étiez en chute libre, mais au lieu d'accélérer de 1G, vous allez accélérer à 30G, quoi. Enfin, vous êtes soumis vraiment à une accélération énorme. Et là, pour l'accident de F1, vous voyez, donc là, lui, c'était à 220 km/h, donc bon, vraiment un vrai miraculé, puisque là, c'est 53 fois son poids qu'il a subi, donc 53G. Hein. Et du coup, heureusement, par on ne sait quel miracle, il a réussi à survivre. Bref, c'est juste pour vous dire que voilà, on tombe sur cette valeur qui n'est pas délirante, puisque justement on tombe sur un facteur 30 fois son poids, et donc c'est énorme. On n'est que à 60 km/h. Et au passage, bien évidemment, vous ne pouvez pas du tout vous dire, tiens, si j'ai pas la ceinture, c'est pas grave, je m'accroche à la portière et puis je résisterai, quoi. 30 fois votre poids, c'est totalement impossible. Déjà, vous voyez, résister à... C'est comme si vous étiez suspendu à un barreau, attiré par la terre, sauf qu'au lieu d'être attiré une fois par la terre, c'est 30 fois par la terre. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas du tout... c'est impossible. Votre main est lâche, forcément, quoi. Voilà pour la suite. Décrire l'évolution de la norme F de la force exercée par la ceinture si la distance D diminue. Bon, bah là, on reprend le calcul. Si là, D diminue, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, F va augmenter. D'accord? Donc, plus la course sera faible, plus la force sera grande pour un choc dans les mêmes conditions. On voit bien que là, si par exemple on met que 10 cm, bah, ça va être beaucoup plus grand. Donc, contrairement à ce qu'on pense, la ceinture n'a pas pour but de vous maintenir totalement collé au siège, ce serait contre-productif. Elle a pour but de vous maintenir pour pas que vous puissiez partir et sortir de la voiture complètement, d'accord, à travers le pare-brise, mais de vous accompagner surtout pour faire en sorte que la décélération soit la moins brutale possible. Donc en fait, elle avance, il y a tout un système, c'est assez complexe une ceinture de sécurité, elle avance en même temps, etc. Voilà, je vous montre ce que ça fait en réalité, enfin en réalité, en animation 3D encore une fois. Donc voilà, vous êtes assis comme ça, et on a tendance un peu tous à être pas collés au siège, mais un petit peu en avant comme ça. Et malheureusement, si à ce moment-là il y a un accident, eh bien, on va avoir justement une distance, enfin il va y avoir du mou là, vous voyez, dans la ceinture. L'idéal serait d'être collé au siège juste avant l'impact. Pour ça, il y a ce qu'on appelle des prétensionneurs dans la ceinture. Quand vous allez appuyer fortement sur la pédale de frein, la voiture détecte qu'il y a un freinage brusque, et donc il y a un prétensionneur, c'est-à-dire ça tend la ceinture, vous voyez, pour bien vous coller au siège juste avant l'impact. Je vous fais voir là. Bien vous coller au siège. Et comme ça, vous voyez là, il n'y a pas assez de distance quoi, pour vous faire ralentir. Donc c'est complexe, hein, on a l'impression que c'est juste un truc comme ça la ceinture, mais non, là-dedans du coup ça se fait à base d'explosifs et tout, enfin des petits explosifs, bref. Et voilà. Donc quelle est la conclusion de ça? Bah, déjà vous mettez votre ceinture bien évidemment. Et si une ceinture ne se bloque pas, se bloque mal, etc., c'est qu'elle est défectueuse, donc il faut absolument faire quelque chose, enfin vous montez pas dans cette voiture là quoi. Bref. Ensuite, expliquer si on a l'intérêt ou non à augmenter la rigidité du véhicule pour améliorer la sécurité. Donc ça, je vous en ai déjà parlé ici.
enfin en cours, hein, pour certains, et ben on voit que si la voiture là est totalement rigide, le passager il va se prendre énormément d'énergie cinétique. Toute l'énergie cinétique de la voiture va être va passer la décélération du passager, quoi. Donc quelle est l'idée? Vous voyez là-dedans, quoi. L'idée c'est de réduire vraiment la rigidité du véhicule en fait. Donc on vous le dit là, hein, plus la carrosserie sera rigide, moins le véhicule absorbera une partie de l'énergie cinétique du choc en se déformant, le conducteur ressentira le choc plus violemment. Donc au contraire, en fait, il faut une voiture qui se déforme énormément devant. Plus la voiture se déforme, plus la décélération que vous allez ressentir va être faible, et donc plus vos chances de survie augmentent. Je vous montre ça en vidéo. Voilà, donc vous avez peut-être entendu vos parents, grands-parents dire les voitures c'était mieux avant, ça pliait pas d'un rien, etc. Aujourd'hui, ça plie d'un rien. Voilà, je prends peut-être un extrême. Mais ça, c'est une voiture donc 2019 versus 1959. Regardez bien la tôle là. Vous voyez, ça plie pas là. Le capot il plie pas du tout. C'était très rigide en fait. Et par contre, le reste ça plie, hein. Je vous fais pas un dessin là. D'accord. Alors que, regardez l'avant de la voiture totalement récente, il est totalement détruit, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais en vue intérieure dans la voiture de 1959, voilà. Alors que en vue intérieure ici, alors c'est pas une partie de plaisir, mais n'empêche que vous voyez tout l'habitacle ici est préservé. Il n'y a pas de vue côté conducteur, par contre vous voyez là, on peut en limite encore ouvrir la portière là. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre côté. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vrai qu'on pourrait se dire une voiture rigide, ça va faire que ça va bien me protéger. Bah non, en fait, il faut que la voiture plie au maximum à l'avant, parce que plus elle plie à l'avant, moins vous allez ressentir de choc. Bon, voilà pour ces exos, voilà pour ce 38 et la partie culture générale. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser sur le NT.